C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, le report des législatives en Guinée. La Commission électorale nationale indépendante a annoncé que la date n'était pas tenable. Le scrutin qui devait se tenir fin 2018 avait déjà été reporté à fin 2019. Les précisions de notre correspondant à Conakry dans ce journal. Les élections générales au Mozambique, une semaine après le scrutin, la commission électorale n'a toujours pas livré les premiers résultats. Elle a 15 jours pour le faire. L'opposition demande déjà l'annulation du vote. Les précisions de notre correspondant dans la région dans un instant. Ce soir, nous recevons l'opposant nigérien Ibrahim Yakuba. Nous allons aborder avec lui les questions politiques, sociétales et sécuritaires dans le pays. Entretien à suivre à la fin de ce journal. Les Guinéens n'iront pas voter pour élire leurs députés cette année. Le scrutin législatif qui devait initialement se tenir fin 2018, déjà reporté à fin 2019, a été de nouveau repoussé. La date initiale n'est pas tenable selon l'Organisation internationale de la francophonie qui est impliquée dans le processus électoral. Une annonce faite en présence de la Commission électorale nationale indépendante. Les précisions de notre correspondant à Conakry, Malik Diakité. À la surprise générale, ce n'est donc pas la CENI qui s'exprime, mais l'OIF à travers son envoyé spécial en Guinée. Il n'y aura donc pas d'élection législative le 28 décembre en Guinée comme initialement prévu, principalement à cause de la révision inachevée du fichier électoral. Les insuffisances qui ont été constatées sur le fichier électoral devront être corrigées, notamment les dédoublonnages, etc. Il y a un travail technique extrêmement important à faire afin que le fichier électoral, comme vous le savez, qui est quand même l'outil principal du pilotage d'une élection, puisse être exempt de tous les reproches qui ont pu être faits. Dans un climat tendu marqué par des manifestations meurtrières ces derniers jours, le calendrier électoral est l'un des points de divergence entre le pouvoir et l'opposition qui refuse de tenir un scrutin bâclé. Pas de nouvelle date annoncée pour l'instant par la CENI, mais elle promet d'obtenir une nouvelle conférence de presse prochainement. On part à présent au Mozambique où on attend toujours les résultats des élections générales. La commission électorale a 15 jours pour le faire. Une semaine après le scrutin, aucun résultat officiel n'a été donné. L'opposition demande déjà l'annulation du vote. Les précisions de Caroline Dumais, notre correspondante dans la région. Elle a couvert pour nous ces élections. Selon les prévisions, le président Filipe Nyusi serait reconduit avec une majorité écrasante de plus de 70% et son parti au pouvoir depuis l'indépendance emporterait les 11 provinces du pays. Une victoire déjà contestée par le patron de la Renamo, Osufo Momade, demande à refaire ces élections. Il accuse le gouvernement d'avoir violé les accords de paix du 1er août dernier, parlant de climat de peur, d'intimidation et de violence. Plusieurs de ses membres ont été assassinés. Du côté des observateurs locaux, on dénonce des fraudes dans les provinces du Nord, plus de 200 000 électeurs fantômes dans la province de Gaza et des bourrages d'urnes dans plusieurs districts du pays. Les millions de Mozambicains attendent patiemment qu'on leur annonce des résultats. Ils savent qu'ils se dirigent lentement mais sûrement vers une crise post-électorale. Au Sénégal, Khalifa Sall a pris la parole pour la première fois depuis sa sortie de prison il y a 3 semaines. L'ancien maire de Dakar avait été gracié par le président Macky Sall après avoir purgé une partie de sa peine. Mais nous nous devons d'avoir ni de haine ni de rancœur, a dit l'homme politique, avant de parler du futur et de l'avenir. Écoutez-le au micro de nos correspondants à Dakar. Après avoir capitalisé les expériences vécues, j'y ai puisé une énergie nouvelle que je continuerai à mettre au service du Sénégal. Dans le reste de l'actualité, en bref et en images, cette nouvelle libération d'élèves dans une école coranique au Nigeria. 150 d'entre eux, souvent des mineurs, étaient maltraités et ont subi des sévices dans cet établissement religieux dans le nord du pays. C'est la 4e opération de ce genre menée par la police. Au total, plus de 1000 élèves ont été libérés. Cette attaque dimanche dans la province du Bam, dans le nord du Burkina Faso, 9 civils ont été tués. Ils étaient tous originaires du village de Zoura. L'attaque a été menée par des individus armés. Samedi, 5 membres des forces de l'ordre ont été tués et 11 blessés lors d'une double attaque, toujours dans le nord du pays.
La demande de Riek Machar, le chef rebelle sud-soudanais appelle à un nouveau report pour la formation d'un gouvernement d'union nationale fixé au 12 novembre avec le président Salva Kiir. Pour lui, le délai est trop court. La formation de ce gouvernement a déjà été retardée en mai dernier. Parmi les raisons invoquées, les désaccords sur la formation d'une armée unifiée et les frontières des États sud-soudanais. L'opposant togolais Jean-Pierre Fabre est candidat à la présidentielle de 2020, principal dirigeant d'opposition. Il a été investi samedi par son parti, l'Alliance nationale pour le changement. Début mai, les députés togolais avaient voté une révision constitutionnelle qui permet non seulement au président Faure Gnassingbé, au pouvoir depuis 2005, de se représenter en 2020 et 2025, mais de bénéficier d'une immunité à vie pour les actes posés pendant les mandats présidentiels. Ibrahim Yakuba, opposant nigérien et ancien ministre des Affaires étrangères de son pays, le Niger, en tournée en Europe, est avec nous. Il est aussi le leader du MPN, Kishin Kassa, et il est à Paris donc, et avec nous ce soir sur ce plateau. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci pour votre invitation. Alors on va aborder d'abord les questions d'actualité au Niger. D'abord cette affaire, une médecin, la seule oncologue de l'hôpital de Niamey, a été remerciée pour avoir dénoncé des agissements concernant les évacuations sanitaires de malades nigériens à l'extérieur. L'hôpital explique que c'est une contractuelle et que son contrat n'a pas été renouvelé, mais beaucoup pensent que c'est parce qu'elle a fait parce qu'elle a dénoncé ces agissements qu'elle a été limogée. Oui, et c'est assez dommage que ça soit arrivé à cette brave dame qui s'est investie dans la dénonciation des actes qu'elle a considérés comme étant attentatoires à la bonne gouvernance et aux bonnes pratiques qui doivent encadrer le système de santé au Niger. Et elle avait été appréciée à l'époque pour les propos qu'elle avait tenus, qui n'étaient pas des propos personnels, mais elle a attiré l'attention du gouvernement et du ministère de la Santé sur ce que doivent être les bonnes pratiques en la matière. Mais malheureusement, c'est devenu aujourd'hui un logiciel de ce gouvernement. C'est l'allergie aux opinions contraires. Toutes les fois qu'il y a une alerte, toutes les fois qu'un citoyen porte une information ou prend position par rapport à la gouvernance, on considère que c'est un crime et il faut le sanctionner. C'est pour cela qu'elle a été sanctionnée. Il faut cependant vraiment se réjouir du fait que cela a créé une vague citoyenne de soutien à ce qu'elle a dit et de soutien aussi au comportement qui est attendu des fonctionnaires publics. C'est de dire que les Nigériens ont dénoncé cette résiliation, mais en disant toujours que nous voulons qu'il y ait beaucoup plus de personnes de cette nature-là et de cette capacité-là pour dénoncer la malgouvernance. Moi, je l'ai appelé pour la soutenir et je suis content qu'il y ait une mobilisation, y compris un sitting hier des femmes qui sont allées à l'hôpital pour dire que nous... C'est la seule femme oncologue de l'hôpital et donc elle n'a pas été reconduite dans ses fonctions. Oui, c'est dommage parce qu'elle est une spécialiste, elle sait de quoi elle parle et nous avons besoin d'elle dans ce domaine-là. Alors, autre sujet d'actualité, dans le sud du pays, 23 000 personnes ont été contraintes de quitter leur région en raison d'inondations, ce qui fait craindre une nouvelle crise humanitaire, notamment parce que la région est aussi touchée par Boko Haram. Oui, Difa est une zone qui a beaucoup de blessures. D'ailleurs, vous avez bien évoqué la situation de Boko Haram, où je considère que même maintenant, nous avons au moins plus de 100 000 personnes déplacées, réfugiées, dues à cette situation. Et là, il y a la situation d'inondation qui tend à être récurrente. En tout cas, je sais qu'il y a quelques épisodes importants, 2008-2010, puis 2016, où on avait estimé les pertes économiques à presque 4 milliards. Donc c'est une région fortement blessée, fortement marquée par beaucoup de situations fortes. Et les inondations maintenant, qui ont affecté 3 à 4 communes de la zone, sont venues renforcer ces vulnérabilités. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont quitté leur village et sont logés dans des endroits assez précaires. Et j'ai vu que même les députés de la majorité ont demandé à ce qu'il y ait une réaction rapide du gouvernement. Parce que pour le moment, quasiment rien ou pas grand-chose, ou en tout cas des choses à la hauteur des attentes n'ont été faites à leur égard. Donc il y a lieu que le gouvernement prenne les dispositions nécessaires pour secourir les personnes affectées, mais surtout mettre en place des infrastructures nécessaires, notamment les digues pour prévenir cela, parce que je vous ai dit que ça a tendance à être assez récurrent dans la zone. Alors, on a parlé de Boko Haram, on va parler de la question sécuritaire qui est centrale dans votre pays. Vous êtes membre, le Niger est membre du G5 Sahel. Pourquoi ne parvient-on pas à résoudre la question sécuritaire ? Non seulement on ne parvient pas à la résoudre, mais elle s'est amplifiée. Les Nations Unies considèrent que cette situation s'est amplifiée, malgré les annonces qui ont été faites par les différents gouvernements de la sous-région, malgré l'initiative du G5 Sahel qui, il faut saluer sur le principe, initiative endogène, mais qui n'a pas pu
prospérer malgré la présence massive des milliers et des milliers de militaires étrangers et une des plus importantes missions des Nations Unies qui est à la MINUSMA. La situation s'est dégradée parce que d'abord, je pense que nous avons des gouvernements qui sont en situation de faillite sécuritaire. La plupart des gouvernements de la zone n'ont pas pu faire le travail nécessaire, la vision, les actions nécessaires pour contrer la sécurité. Au demeurant, on se rend compte que souvent, ils ne connaissent même pas les vrais problèmes qui créent les situations. Et c'est pour cela, à chaque jour, ils ont des positions différentes. Ensuite, il s'est ajouté à cette situation quand même le narcotrafic. Le trafic de drogue est venu alimenter le terrorisme, il est venu le financer un peu plus. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, au Sahel, et au Niger en particulier, ce sont les terroristes qui nous fixent l'agenda. C'est eux qui décident où ils peuvent attaquer et quand ils peuvent le faire. C'est quand même un indicateur de la faillite des gouvernements que nous avons de l'espace sahélien. Alors on va parler d'un autre agenda, l'élection présidentielle qui aura lieu fin 2020 et début 2021, puisque le premier tour c'est fin 2020 et le deuxième tour janvier 2021. Tout d'abord, est-ce que vous êtes candidat ? Moi, je serai candidat si mon parti m'investit à l'occasion de la Convention nationale qu'il tiendra en décembre 2020, Inch'Allah. C'est à cette condition seulement que je pourrais. Alors rapidement, vous avez animé une conférence à Paris sur l'état de démocratie au Niger. Quel est l'état de la démocratie au Niger ? Bon, si j'ai dit d'emblée que la situation est mauvaise en tant qu'opposant, on dirait que c'est juste une posture, mais nous avons des raisons de nous préoccuper. Vous savez que le président de la République ne se présentera pas aux prochaines élections et au Niger, nous estimons que c'est un tournant important qu'il faut réussir. Mais pour réussir ce tournant-là, il faut que nous ayons un gouvernement qui a la volonté d'organiser des bonnes élections. Or, malheureusement, je pense que dans l'histoire récente de notre pays, jamais nous n'avons eu un gouvernement qui a décidé de confisquer l'ensemble du processus et d'en faire un processus unilatéral qui lui permet de conserver le pouvoir. Le gouvernement en place veut faire de ces élections, comme je dis, un moyen de conservation du pouvoir, mais il ne l'entend pas comme un exercice démocratique important et précieux pour la consolidation de la démocratie. Et c'est pour cela que le président de la République s'est investi lui-même en parrainant un candidat qui est ministre de l'Intérieur, donc ministre chargé des élections, et en confectionnant une loi électorale totalement exclusive qui permet aujourd'hui au gouvernement d'avoir les moyens de réaliser une sorte de hold-up aux prochaines élections. Mais je sais que le peuple nigérien est un peuple qui se bat. Je sais que nous sommes attachés à la démocratie et tout est en mise en œuvre pour que nous protégions notre pays. Parce que le président Issoufou, il a gagné les pouvoirs, lui et ses amis, mais les Nigériens ont perdu leur pays. Nous voulons le récupérer. Merci beaucoup Ibrahim Yacouba, le message est passé. Merci infiniment. C'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.